Avec des radars de pointe scrutant son ciel et de vastes stocks de missiles extrêmement précis et ultra rapides prêts à intercepter toute menace ennemie osant pénétrer son espace aérien, la Russie pensait être en sécurité. Elle avait tort. Après des années d'efforts soutenus, l'Ukraine a démantelé le réseau de défense aérienne du Kremlin. Ces attaques ciblées ont ouvert des brèches et des couloirs permettant aux drones et aux missiles de passer, tout en privant les actifs et les infrastructures russes de leur protection. Des sites autrefois protégés sont maintenant vulnérables, avec des sites partout dans le pays soufflés et incendiés par les armes ukrainiennes. Au fur et à mesure que les défenses aériennes russes faiblissent, les frappes ukrainiennes gagnent en puissance, poussant Vladimir Poutine dans un gouffre sombre dont il pourrait ne jamais sortir. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver à ce stade. L'Ukraine a commencé à cibler les défenses aériennes russes dès 2022 pendant la première année de la guerre. Mais elle a eu du mal à planifier et à exécuter ce type d'attaque avec une réelle fréquence ou régularité, car elle était trop occupée à défendre ses territoires en première ligne et à repousser l'agression incessante de la Russie. Mais au fil des années, l'intensité initiale de la guerre a commencé à retomber quelque peu, et l'Ukraine a trouvé ses marques. Son industrie de défense s'est renforcée, avec des entreprises développant une gamme croissante et redoutable de drones et missiles. Ces stratégies se sont aussi améliorées, les commandants de Kiev trouvant sans cesse comment surprendre et déjouer leurs ennemis. Au fil des années, des rapports ont émergé, signalant de plus en plus d'attaques contre les moyens de défense aérienne russes, tels que les radars et plateformes de lancement de missiles, parfois estimés à des millions ou milliards de dollars. Au départ, ces attaques étaient marquantes, mais peu significatives sur le long terme, car la Russie avait de vastes réserves de défense aérienne et pouvait aisément remplacer les systèmes perdus ou endommagés. Avec le temps et l'accumulation des pertes, les réserves russes ont diminué, obligeant ses commandants à faire face à des problèmes croissants, à plus d'angles morts et de failles sur leur vaste territoire. L'Ukraine, de son côté, a continué d'intensifier ses efforts, menant des attaques de plus en plus nombreuses au fil des années. 2025, par exemple, a été une année record pour l'Ukraine, en termes de dégâts et de destruction infligées aux défenses aériennes russes. S'appuyant principalement sur des drones longue portée, les forces armées ukrainiennes ont pu infliger à leurs ennemis des dégâts estimés à 4 milliards de dollars. Ils ont ainsi anéanti des centres logistiques, des réseaux de radars et des batteries antiaériennes. Pas seulement sur le front et dans les territoires occupés, mais aussi dans des régions du cœur de la Russie, à des centaines de kilomètres des combats. Dans un communiqué publié début 2026, le service de sécurité d'Ukraine a résumé les effets de ces attaques en écrivant « Ces opérations ont eu un effet systémique. Elles ont ouvert des corridors dans la défense aérienne russe multicouche, permettant aux drones ukrainiens de pénétrer en sécurité sur le territoire ennemi et de frapper bases militaires, dépôts de munitions, aérodromes et autres cibles stratégiques. Et lorsque l'année 2025 s'est terminée, l'Ukraine n'a pas relâché la pression. Elle a accentué son avantage. Début 2026, elle a lancé des dizaines d'attaques dévastatrices contre les défenses aériennes russes, paralysant davantage la capacité du pays à se défendre et discréditant les affirmations du Kremlin sur ses prétendus systèmes défensifs de classe mondiale. En janvier, par exemple, un radar 9S-32M, un qui fait partie du système de défense aérienne S-300V de la Russie, a été détruit. En janvier, les forces ukrainiennes ont frappé le polygone d'essai interarmé de Kapustin Yar, dans la région d'Astrakhan en Russie, avec des dégâts confirmés sur une installation où des missiles balistiques étaient assemblés, entretenus et testés. En mars, l'Ukraine a célébré d'autres frappes réussies contre des équipements de défense aérienne, comme un lanceur mobile russe, S-400 Triumph, et un système de défense aérienne, Buk M3. Ce ne sont là que quelques exemples. Les registres montrant que l'Ukraine a mené plus de 40 frappes confirmées, rien que pendant le premier trimestre de 2026. Cela comprenait 25 frappes sur des systèmes radars et 19 autres sur des plateformes de lancement. Voici la liste complète des plateformes de lancement ciblées et détruites par l'Ukraine durant cette période, selon l'analyste en renseignement de sources ouvertes Clément Molin. 6 systèmes. Buk, comprenant à la fois des lanceurs et des véhicules de transport et de chargement des variantes, Buk M1, M2 et M3. 5 systèmes. Thor, comprenant à la fois les variantes conventionnelles Thor M1 et M2, ainsi que le rare Thor M2, d'été arctique, spécialement conçu pour résister à des températures extrêmement basses et fonctionner dans des conditions arctiques.
5 systèmes Pantsir à canon et missiles à courte portée, comprenant les variantes S-1 et SII. L'un de ces systèmes a été neutralisé par un drone ukrainien, FP, de lourd, transportant une ogive impressionnante de 100 kg soit 220 livres. Il est également important de noter que l'un des Pantsir détruits par l'Ukraine était un modèle unique, jamais vu auparavant en combat, et monté sur un châssis biélorusse, MZKT 7930. 2 systèmes OSA ont également été détruits. Ils valent plus de 10 millions de dollars chacun, mais ont été détruits par certains des drones ukrainiens les moins chers, illustrant à nouveau le rapport coût-efficacité des drones de Kiev. En plus de toutes les cibles mentionnées précédemment, l'Ukraine a également réussi à détruire au moins un des systèmes S-300 de la Russie. Plusieurs lanceurs S-400 des systèmes côtiers, comme les lanceurs de missiles Bastion, ainsi que d'autres systèmes russes à courte portée comme le Tunguska et le Strela 10. Pris seul, chaque système n'a peut-être pas tant d'importance. Les commandants russes ne seraient pas vraiment dérangés de perdre parfois une plateforme de lancement. Mais quand des dizaines sont régulièrement ciblées et détruites, cela devient un sérieux problème que le Kremlin ne peut ignorer, comme le souligne l'expert en défense aérienne Thomas Nagy. Si vous accumulez un nombre suffisant de succès tactiques, cela devient déjà très pertinent au niveau opérationnel. Et ce ne sont que les plateformes de lancement. Molin et d'autres analystes du renseignement, en source ouverte, ont également trouvé des preuves soutenant la destruction de 25 systèmes radars différents au cours des premiers mois de 2026, y compris les radars de poursuite 92 N6A et 92 N6E, qui servent effectivement Dieu au système de défense aérienne S-400. Les radars rares 9S15 Imbir et 9S32 main tous deux, utilisés dans le système S320, ont également été neutralisés. Et il en va de même pour les radars du système S350 Vitiaz, comme le radar multifonction 50 N6E. La Russie a également subi la perte de plusieurs radars coûteux de la famille en Nebo, comme le 55 ZH6U Nebo-U et le 1L119 Nebo SVU, qui est évalué à 100 millions de dollars, ainsi que les systèmes de radars basse altitude Podlet et Castor 2E2. Plusieurs radars d'alerte précoce et anti-drone ont également été détruits, comme le PCN 82, Prima le P18, Terek et le SOPA 2, ainsi que des systèmes de contrôle du trafic aérien, tels que le RSP-10. Certains de ces radars et plateformes de défense aérienne datent de l'époque soviétique, d'autres sont plus récents, et beaucoup figurent parmi les meilleures options de la Russie pour défendre son espace aérien et ses infrastructures. Mais ils sont systématiquement rayés de la carte, et il semble que la Russie puisse faire très peu de choses à ce sujet. Malgré toute la propagande du Kremlin et ses déclarations vantardes sur des systèmes comme le S-4Sense et le Buk M3, aucune de ces plateformes ne semble suffisamment fiable ou résistante pour résister aux attaques de drones ukrainiens. Et plus l'Ukraine en détruit, plus son avantage grandit. Nagy parle d'un effet gruyère. Vous avez un fromage solide, mais avec des trous à l'intérieur. C'est ainsi qu'est le système de défense aérienne russe aujourd'hui. Et évidemment, les Ukrainiens souhaitent agrandir ces trous. Pour illustrer ce point, lorsque l'Ukraine détruit quelques systèmes comme les Tor M2 par exemple, cela crée une brèche physique dans le réseau de défense aérienne russe, d'un diamètre allant de 30 à 60 miles, soit de 50 à 100 km. Une vaste zone est soudain sans protection, permettant à des centaines de drones ukrainiens, de moyenne et longue portée de traverser et d'entrer dans l'espace aérien ennemi, quasiment sans risque d'être détectés ou abattus pendant l'opération. Une brèche isolée ne poserait pas vraiment problème si le reste du réseau de défense aérienne reste solide. Mais les statistiques montrent qu'il ne s'agit pas uniquement d'une ou deux brèches. L'Ukraine ouvre des dizaines de brèches dans le réseau russe chaque mois qui passe, et si elle parvient à maintenir, voire à accélérer ce rythme, les conséquences seront dévastatrices, comme le souligne Nagy. Si les Ukrainiens peuvent vraiment frapper et endommager gravement, 40 systèmes chaque mois, c'est énorme. Les Russes n'ont aucun moyen de contourner ce problème, car cela fait déjà 500 par an, et c'est colossal. Aucun pays ne peut faire face à cela. Et la Russie a déjà énormément de mal à faire face, recourant à des mesures désespérées pour combler les failles dans ses défenses. Petite parenthèse. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à The Military Show. On fait ce genre de décryptage chaque semaine. Au début de la guerre, la perte d'un système de défense aérienne par la Russie n'était pas problématique, car de nombreux autres pouvaient être déployés en remplacement. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire.
Avec de moins en moins de moyens à sa disposition, le Kremlin n'est plus en mesure de défendre toutes les zones qu'il souhaite, et doit désormais donner la priorité aux endroits les plus importants, et sacrifier certaines zones lorsqu'il repositionne ses moyens de défense. Le pays subit une pression si intense à cause des attaques de l'Ukraine que des rapports indiquent que la Russie a retiré plusieurs radars basse altitude Kasta 2E2 de sa frontière avec la Finlande, membre de l'OTAN, pour combler des brèches près du front en Ukraine. Même les responsables russes ont admis que les défenses aériennes ne suffisent plus à protéger tout le pays. Avec le député de la Douma d'État, Andrei Gourilyov, qui a déclaré que la Russie ne peut pas maintenir une couverture continue, mais doit plutôt allouer ses ressources limitées à la protection des plus grandes villes et des infrastructures critiques les plus importantes. Cela signifie que certaines zones sont désormais complètement exposées, et l'Ukraine se prépare à en profiter pleinement. Elle se prépare à d'énormes améliorations de ses capacités aériennes, comme l'arrivée de 4 chasseurs Mirage 2005 de génération plus en provenance de France. Équipés d'une technologie avionique avancée, ces avions affichent un taux de réussite de 98% pour intercepter les missiles de croisière russes et les drones d'attaque Shahed. Ils sont également capables d'infliger d'importants dégâts aux équipements ennemis, grâce à leurs bombes guidées AASM Hammer ou à leurs missiles Storm Shadow embarqués. La force aérienne ukrainienne devrait également intégrer prochainement le chasseur multirôle supersonique JAS-39 Gripen, en provenance de Suède. Chasseur exceptionnellement flexible, le Gripen est capable de décoller depuis de courtes pistes et peut être ravitaillé et réarmé entre 2 missions en seulement 15 minutes, ce qui lui permet de repartir rapidement et d'enchaîner les opérations avec un temps d'immobilisation minimal. En ce qui concerne les capacités offensives, le Gripen peut emporter des missiles météores ayant une portée maximale allant jusqu'à 200 km, soit 125 miles. Cela devrait aider à repousser les avions russes des lignes de front et faciliter de futures frappes ukrainiennes en profondeur. Plus l'Ukraine pourra infliger de dégâts aux défenses aériennes russes aujourd'hui, plus ce type d'appareil sera efficace demain. Mais l'Ukraine n'attend pas les bras croisés. Elle utilise déjà les armes dont elle dispose dans son arsenal pour exploiter les faiblesses du réseau de défense aérienne ennemi et infliger de sérieux dégâts au passage. Tout au long du premier trimestre 2026, il y a eu des rapports confirmés de frappes dévastatrices en profondeur sur de nombreuses usines militaires russes, des bases et des dépôts de munitions. En janvier, par exemple, l'Ukraine a frappé l'un des plus grands dépôts de munitions de la Russie, situé à plus de 550 miles, soit 900 km de la frontière ukrainienne, dans la région de Kostroma. Là-bas, non loin de la ville de Neia, des drones ukrainiens ont ciblé le 100e arsenal du GRAU, et des images satellites du site ont montré de nombreux incendies actifs et des traces d'explosions dans les heures et les jours qui ont suivi. Cette installation a la capacité de stocker jusqu'à 150 000 tonnes de munitions, et il est probable que des milliers de tonnes aient été anéanties lors de l'attaque. En février, l'Ukraine a frappé de nouveau, cette fois en ciblant l'usine Votkinsk. Profitant pleinement de couloirs aériens dégagés s'étendant sur plus de 800 miles, soit 1300 km, à l'intérieur de la Russie, les missiles Flamingo à longue portée ukrainiens ont frappé cette usine de missiles balistiques, responsable de la production de certaines des armes les plus rapides et les plus puissantes de l'arsenal du Kremlin, comme les nouveaux missiles hypersoniques Oreshnik et les missiles Bulava RSM-56 lancés depuis des sous-marins. En mars, la Russie a de nouveau ressenti toute la puissance de feu de l'Ukraine. Cette fois, la cible était l'usine de microélectronique Kremny EL, située dans la région de Bryansk, en Russie. 7 missiles Storm Shadow ont frappé l'usine, qui est l'une des plus grandes et des plus importantes installations pour la production de puces nécessaires aux missiles Iskander et même à certains systèmes de défense aérienne S-400. Ainsi, cette attaque a réussi à porter un coup sérieux aux capacités offensives et défensives de la Russie en une seule fois. Ce ne sont là encore que quelques exemples. L'Ukraine a aussi mené de nombreuses attaques en Russie, ciblant ports pétroliers, raffineries, oléoducs, centres logistiques, etc. Toutes ces attaques s'additionnent, et le fait que l'Ukraine continue d'affaiblir activement les défenses de la Russie est particulièrement important. Chaque fois qu'elle détruit un stock ou force la fermeture d'une usine de production de missiles, elle réduit les capacités du Kremlin à se défendre. Pendant ce temps, la destruction des radars et des plateformes de lancement ouvre davantage de brèches, de corridors, de passages pour les drones, les missiles Flamingo et d'autres armes aériennes destructrices, forçant la Russie dans un coin sans issue. En même temps, il serait faux de dire que les défenses aériennes de la Russie ont été complètement anéanties.
Après tout, la Russie est la plus grande nation et possède l'une des plus grandes armées du monde. Un pays entré dans cette guerre avec des milliers de chars, des dizaines de milliers de blindés et de nombreux radars et systèmes de défense aérienne. Elle n'a pas perdu toutes ses défenses. En effet, un rapport du Royal United Services Institute, RUSI, le confirme. La structure monolithique de la Russie et le grand nombre d'entités subordonnées garantissent que le pays possède toujours un réseau dense et relativement sophistiqué de défense aérienne et antimissiles. Et elle dispose d'usines qui continuent de produire de nouveaux systèmes et munitions. Et malgré les nombreux succès de l'Ukraine, il existe aussi des cas où les systèmes russes parviennent à abattre les drones et missiles ennemis avant qu'ils n'aient la chance d'atteindre leur cible. Mais l'Ukraine s'adapte aussi à cela. Par exemple, elle a désormais tendance à mener ses attaques en lançant d'abord des essaims de drones conçus pour saturer les défenses aériennes ennemies et encombrer leurs écrans radars, avant que les missiles de croisière ne suivent derrière, traversant sans être interceptés et infligeant des dégâts colossaux à l'impact. Grâce à son industrie performante de drones, l'Ukraine peut produire en masse les véhicules aériens sans pilote dont elle a besoin sans dépenser une fortune. De plus, même si le réseau de défense aérienne de la Russie a encore une réelle ampleur, il s'affaiblit indéniablement, et pas seulement à cause des frappes ukrainiennes, mais aussi à cause des sanctions. Le même rapport du RUSI souligne que la Russie dépend de composants occidentaux, tels que les cartes de circuit imprimées de Rogers Corporation, pour produire des équipements majeurs de défense aérienne, comme les radars à réseau phasés des systèmes S5 Sense. Les ingénieurs russes utilisent aussi des logiciels occidentaux comme Altium Designer et ANSYS pour développer et simuler des systèmes de défense. Les sanctions imposées à la Russie par le monde occidental rendent plus difficile pour Moscou d'acquérir ces composants et d'accéder à ces logiciels. Avec le temps, cela deviendra plus difficile, et il est possible que les entreprises de défense russes ne puissent plus fonctionner comme avant, avec une baisse de la production et moins de missiles, radars et plateformes de défense produits. Pendant ce temps, l'Ukraine semble tout à fait disposée, capable et désireuse de continuer à tirer pleinement parti de son avantage, sans laisser le moindre répit aux Russes. Ils font sans cesse monter les enchères. Si l'Ukraine maintient ou augmente le rythme de ses attaques contre les défenses aériennes ennemies, la Russie n'aura aucune chance de suivre. À long terme, cela signifie que l'Ukraine pourra continuer à ramener la guerre sur le territoire russe, et ce sont les entreprises de défense du pays qui en souffriront le plus. Les Russes ordinaires subissent aussi la pression, tandis que drones et missiles traversent le ciel au-dessus d'eux, détruisant peu à peu l'infrastructure militaire et pétrolière du pays. Et avec moins de défense pour protéger leurs actifs et sites les plus précieux, les commandants du Kremlin devront choisir quels endroits protéger et lesquels simplement abandonner. Vous pouvez maintenant en apprendre davantage sur la façon dont la Russie souffre dans cette vidéo, qui montre comment les récentes attaques de l'Ukraine ont décimé l'industrie pétrolière du pays, anéantissant des décennies d'efforts de Poutine en l'espace d'une seule semaine. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir la dure réalité de la vie d'un soldat russe. Vous verrez comment les troupes du Kremlin sont brutalisées par leurs commandants, ou envoyées dans des missions d'assaut suicidaires sans la formation, l'équipement ni la protection nécessaires. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos comme celle-ci.